Expansion PME, propulsée par Axe Montérégie, pôle de développement stratégique. Acteur clé du développement régional qui propulse les initiatives, fait bouger les idées et crée un impact réel. Vous présente l'Axe de croissance, le balado qui vous inspire la direction, qui vous aide, vous informe et vous permet d'apprendre. À travers des intervenants de plusieurs horizons, parlons de sujets qui vous intéressent. Mon nom est Benoît Rochefort et j'ai le privilège d'aller à la rencontre d'entrepreneurs et de personnes qui connaissent leur domaine. Dans cette première série, abordons comment faire des affaires avec la Défense nationale dans le cadre des rendez-vous des PME. Édition Sécurité-Défense. Et oui, le premier invité que nous recevons dans ce balado est M. Justin Massy, qui est professeur du département des sciences politiques de l'UQAM. Il est expert en conflits armés, politique de défense, politique étrangère, en sciences politiques et en sécurité nationale. Bref, c'est quelqu'un qui connaît ça. Monsieur Massy, merci d'ouvrir ce balado, cette série. Ça me fait plaisir. Vous n'êtes pas trop nerveux pour la journée en soi? Pas du tout, je fais ça régulièrement. Ah oui? Parlons de votre expertise, parce que actuellement, le contexte, je dirais, militaire au monde est un peu incertain. Et le Canada, dans le fond, doit jouer un certain rôle et doit aussi s'impliquer, je ne veux pas dire s'impliquer de façon active, je ne veux pas émettre une opinion, mais ça a un impact sur notre défense. Et j'aimerais ça qu'on puisse, en fait, que vous puissiez expliquer avec ce que vous connaissez puis avec votre grande expertise, dans le fond, où se situe le Canada dans cette situation-là avec notre sécurité-défense? Oui. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Ce qu'on n'a pas changé, c'est que le Canada a toujours été impliqué dans les conflits internationaux. On pense à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre de Corée. Il y a eu des guerres dans le Golfe Persique, en Libye, en Afghanistan. Je veux dire, le Canada a été impliqué du fait de ses alliances. Mais historiquement, il a profité du luxe de la sécurité offerte par les États-Unis. C'est-à-dire, évidemment, qu'on est à côté de la plus grande puissance mondiale au monde et on se sent protégé par des océans et ce grand voisin-là. On a sous-investi dans les questions de défense. Et avec la prolifération des conflits aujourd'hui, et surtout la montée en puissance de la Chine, les attaques russes, bien sûr, en Ukraine, et on le voit maintenant avec le conflit au Moyen-Orient, il y a eu une prise de conscience qu'il fallait investir davantage. Premièrement, parce que les équipements militaires canadiens étaient tout simplement désuets. On pense à nos frégates, nos avions de chasse, etc. Donc, de toute façon, il fallait investir. Mais il y a eu une pression accrue, bien sûr, avec l'arrivée à la présidence de Donald Trump, qui disait au Canada, comme tous les autres présidents auparavant, vous n'en faites pas assez. On veut que vous en fassiez plus. Mais à la différence de l'administration Trump par rapport à ses prédécesseurs, il est pas mal moins diplomatique quand il le dit, et il est ce qu'on appelle transactionnaliste, c'est-à-dire qu'il met des conditions. Si vous ne le faites pas, alors ceci. Il y aura des conséquences. C'est ce qu'il a dit aux Européens également. Vous devez assurer votre propre sécurité en Europe. La guerre en Ukraine, ce n'est pas notre intérêt à nous. Alors, on va retirer notre aide qu'on donne à l'Ukraine et donc les Européens doivent maintenant compenser ce soutien-là que les États-Unis donnaient. Alors, ils ont donné 180 milliards de dollars à l'Ukraine dans les 3 premières années. Et tout ça doit être compensé donc par les contribuables européens et canadiens. Et aux Canadiens, on leur a dit, comme tous les autres prédécesseurs, vous en faites pas assez pour la défense de votre territoire, le territoire immense du Canada en Arctique, dans les voies maritimes, etc. Et si vous ne le faites pas, bien, il y aura des conséquences possiblement économiques, mais même on est allé plus loin. Quand on l'a vu, l'ambassadeur américain au Canada, vous savez, il y a tout ce réexamen. Est-ce qu'on devrait acheter des F-35? On devrait acheter des Gripen? Bref, on se pose des questions à Ottawa. Et l'ambassadeur américain disait, bien, si vous faites les mauvais choix, ici, on comprend si vous n'achetez pas le F-35, c'est possible qu'il y ait des conséquences au niveau de notre collaboration militaire avec vous également. Donc, la pression est très forte sur le gouvernement canadien. Et donc, il s'est engagé à atteindre 3,5 % de son PIB en défense d'ici 2035. Pour vous situer, c'est à peu près 150 milliards de dollars par année. Et l'année passée, dans le budget 24-25, c'était 41 milliards de dollars qui étaient donnés à la Défense nationale. Cette année, ce sera, en fait, d'ici la fin de l'année fiscale, dans quelques jours, on va être autour de 72 milliards environ de dépenses. Et ces dépenses-là vont augmenter à chaque année, progressivement, au minimum des 5 prochaines années. Ça, c'est l'engagement du gouvernement Carney jusqu'en 2029. Là. Dans ce contexte-là, on a signé une entente avec l'OTAN qui nous amène jusqu'en 2035 vers ce seuil-là, ce qui veut dire que les investissements qu'on voit maintenant, qu'on commence déjà, parce qu'il y a beaucoup d'annonces gouvernementales qui sont faites dans les dernières semaines, bien, elles vont durer. Elles vont durer sur plusieurs années et pour plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Donc, est-ce que ça positionne le Canada dans une posture où justement elle doit être en mode rattrapage, ou est-ce qu'elle doit se positionner, comment je peux dire ça, de façon complémentaire aux forces américaines? C'est les deux, essentiellement. Il y a un rattrapage du fait que nos plateformes étaient vieillissantes et qu'on doit donc tout simplement en avoir pour qu'on puisse opérer, que les Forces armées canadiennes puissent avoir de quoi défendre le territoire et se projeter. Mais c'est pas fait dans l'optique que le Canada va faire la guerre seul, voire se défendre seul. Les officiers militaires canadiens sont clairs, le Canada n'a pas la capacité de se défendre seul, même en Arctique canadien. Il y a beaucoup de rhétorique quand le gouvernement fait des annonces, mais dans les faits, la défense de l'Amérique du Nord est vraiment conjointe, de manière très, très proche, très étroite avec les États-Unis. La modernisation du NORAD, par exemple. Bien là, on a annoncé récemment au Canada des dizaines de milliards de dollars pour l'infrastructure, des hangars, des aérodromes, des stocks de munitions, de pétrole pour pouvoir opérer dans certaines bases militaires arctiques du Canada. Mais l'idée, c'est que ce ne sera pas... c'est pour accueillir quelque chose, ces hangars-là. Ils vont avoir quelque chose. Mais on parle des F-35 américains, des P-8 de Poséidon, donc des avions de surveillance maritime américains également, les drones Sky Guardian américains qu'on a achetés également. Donc, il n'y a pas une dissociation, il n'y a pas de rupture vraiment dans la relation très, très étroite qu'on noue depuis les années 50 avec les États-Unis, où les fournisseurs canadiens peuvent compétitionner comme les fournisseurs américains dans les contrats du Pentagone. Donc, une intégration très forte en termes de plateforme, d'interopérabilité, parce que on défend essentiellement l'Amérique du Nord de manière conjointe avec les États-Unis. C'est un commandant américain du NORAD qu'on appelle, qui fait la surveillance des missiles qui peuvent arriver, des drones qui pourraient pénétrer notre espace aérien, de gens qui détournent des avions, par exemple, de manière frauduleuse, comme on a vu cette semaine. C'est le NORAD qui s'occupe de tout ça. Et c'est un commandant adjoint canadien. Et c'est souvent le Canadien qui prend les opérations parce que le commandant américain, il y a d'autres tâches, dont le US Northern Command. Donc, c'est souvent les Canadiens qui gèrent ceci de manière très, très étroite. Et donc, au niveau des plateformes, des doctrines d'emploi, de systèmes de communication, tout ça est fortement intégré. Mais il y a une différence, je dirais, d'aujourd'hui, c'est que le Canada se dit on veut être plus résilient et peut-être pas être exclusivement dépendant des États-Unis. Donc, il y a cette volonté du gouvernement Carney de dire on ne met pas fin à cette relation avec les États-Unis, on va continuer à travailler étroitement avec eux, surtout pour l'Amérique du Nord, mais on doit être moins vulnérable au soubresaut d'un président avec ses humeurs très, très irascibles, très, très variables. Et le Canada, contrairement aux Américains, a dit aux Européens, nous, là, si vous êtes en danger, on va se porter à votre secours. Ce qui n'est pas du tout l'attitude présentement des États-Unis de Donald Trump qui dit, ben c'est à vous à vous arranger premièrement. Et ici, ça, c'est un scénario le plus inquiétant, je dirais, pour le Canada, parce qu'il faut se rappeler, le Canada a fait 2 fois la guerre en Europe sans les États-Unis pendant plusieurs années. La Première Guerre mondiale, les États-Unis sont restés neutres jusqu'en 1917. La Seconde Guerre mondiale, ils ont dû attendre les attaques de Pearl Harbor avant de se porter à la défense de l'Europe. Rien ne nous dit que si la Russie décidait d'attaquer, par exemple, les pays baltes, là où on a 2200 soldats canadiens en Lettonie présentement, prêts à se défendre ce territoire-là, que les États-Unis se porteraient au secours du Canada. Alors, le Canada ne doit pas exclusivement penser que sa défense ne repose que dans sa relation avec les États-Unis, mais aussi avec des partenaires européens. Et ça a des conséquences industrielles, c'est-à-dire qu'il faut des plateformes interopérables avec les Européens qui sont complémentaires à leurs besoins pour la défense de ce territoire-là, parce qu'on sait bien que ce qui profite à l'économie canadienne, c'est un monde où il n'y a pas ce type de conflit-là en Europe, et donc on a un intérêt à préserver cette stabilité européenne. Justement, parlons-en un peu des compagnies canadiennes, parce que là, j'entends que oui, il y a des contrats qui sont donnés aux Américains pour la construction d'équipements. Est-ce qu'il y a des opportunités au Canada, pour nos PME, pour nos entreprises? Est-ce qu'on a une capacité industrielle qui peut justement soutenir cet effort-là? Alors, on a lancé récemment, le gouvernement fédéral, la première stratégie industrielle de défense du Canada. Et ça, c'est la première qu'on a. On n'en a jamais eu auparavant, où on met de l'avant ce qu'on appelle des capacités souveraines, c'est-à-dire des choses qu'on veut construire au Canada. Et c'est ça la plus grande opportunité, c'est-à-dire qu'on va continuer, on va augmenter les dépenses, comme je le disais tout à l'heure, oui, en partenariat avec les États-Unis, mais on va vouloir diversifier avec les Européens, mais que la production soit faite au maximum sur le territoire canadien. Donc, ça peut être une entreprise comme General Dynamics établie au Québec ou Rheinmetall établie au Québec également, mais il faut que la production, il faut que les emplois, il faut que la croissance économique et peut-être même, dans certains cas, la propriété intellectuelle soit canadienne ou québécoise dans certains cas. Et c'est ça l'opportunité.
c'est que ça ne sera pas une production aux États-Unis ou en Europe qu'on va juste l'importer. Souvent, c'est un peu ce qu'on entend. On se dit, en fait, ce qu'on entend un peu dans les médias, c'est, les opportunités, justement, les Américains ont une capacité de fabrication, ils positionnent des produits, de l'innovation. Au Canada, il y en a aussi de l'innovation. Donc, est-ce que les entreprises peuvent effectivement soutenir la défense nationale au Canada? Tout à fait. C'est juste que la particularité de l'industrie de défense au Canada, c'est qu'elle est composée en majorité de PME. Et donc, il n'y a pas des gros intégrateurs, des gros primes là, qui sont capables d'aller chercher tous les contrats et ensuite d'avoir leur chaîne d'approvisionnement vraiment développée auprès de PME. Ce qui signifie que, on veut en créer. Donc, il y a une volonté à Ottawa quand même de dire, dans certains secteurs, on l'a. Je pense que Bombardier aura des bons contrats à venir dans les prochaines années. MDA Space également pour tout ce qui est satellite. Mais dans d'autres cas, on n'a pas cette capacité-là. On ne produit pas de sous-marins, on ne fait pas d'avions de chasse. Il y a certaines capacités qu'on n'a juste pas. Mais on a beaucoup d'expertise de niche en sous-contractant dans certains secteurs clés. Et donc là, les opportunités, c'est de dire à ces grands primes-là, européens, américains, qui vont obtenir des contrats canadiens, bien, vous devez intégrer dans votre chaîne d'appro des entreprises locales pour que la production se fasse chez nous. Donc, l'opportunité va se faire beaucoup plus dans la relation entre une PME et ces grands intégrateurs-là, davantage que je dirais que directement avec un appel d'offres au gouvernement fédéral, parce que souvent, ce sont des énormes contrats où on n'a peut-être pas la capacité de production. Mais dans d'autres, il y aura des appels d'offres un peu plus ciblés, parce qu'il y a une volonté, il y a une stratégie claire du gouvernement fédéral de soutenir les PME pour les aider à l'exportation. Parce qu'on sait bien que malgré l'augmentation des dépenses canadiennes, ça reste très marginal par rapport à l'ensemble du marché de la défense. Juste pour vous donner une idée, là, Donald Trump, son prochain budget de défense qu'il veut pour l'année prochaine, c'est 1,5 trillion de dollars. Oh. Il était à 900 milliards l'année passée, il veut l'augmenter. Et là, il vient de demander 200 milliards de dollars juste pour renflouer les coffres là, de la guerre présentement contre l'Iran, qui manque de munitions, manque de missiles, etc. Donc, on parle c'est des sommes astronomiques dans le marché américain et les Européens aussi. Le plan allemand seulement, c'est 500 milliards sur les prochaines années. OK. Donc il y a en fait, il y a un intérêt économique à se défendre. Tout à fait. Puis les Européens veulent travailler avec le Canada. Okay. On est le seul pays qui a réussi à pénétrer le programme qu'on appelle SAFE, qui va permettre aux entreprises canadiennes de possiblement faire des contrats avec les pays européens. Okay. Et le Canada ne veut pas acheter juste une plateforme pour lui-même. Dans certains secteurs, c'est peut-être nécessaire, comme nos navires qu'on a fait à Halifax, à Lévis et à Esquimalt en Colombie-Britannique. Mais dans d'autres, on veut essentiellement des plateformes compatibles avec les Européens. Et donc, peut-être acheter en commun avec eux pour que le contrat soit plus grand, qu'il y ait une économie d'échelle et qu'il y ait une production partagée également. Donc oui, il y a beaucoup d'opportunités qui vont venir dans ces secteurs-là. J'aimerais qu'on aborde la technologie un petit peu parce qu'il y a différents enjeux, je pense. Et là, actuellement, tout comme plusieurs secteurs, la technologie prend un peu plus de place, l'intelligence artificielle, tout ça. Est-ce que ça devient un enjeu et au Canada, parce que selon justement les budgets qu'on accorde, les investissements, là, vous venez d'aborder le fait que le fédéral a décidé de mettre plus d'argent avec une politique, en fait une façon de faire pour stimuler notre économie, mais sur le plan de l'innovation, y a-t-il de la place, dans le fond, pour les entreprises canadiennes qui veulent percer avec leurs propres innovations? Parce qu'on sait, notamment au Québec, il y en a des créatifs, il y a des entreprises qui sont géniales, qui offrent des solutions, puis des fois, on se dit, la défense pourrait peut-être l'utiliser dans tel contexte. Est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Absolument, c'est même déjà en cours. Tout ce qui est cyber, tout ce qui est quantique, tout ce qui est intelligence artificielle, on le voit dans l'évolution des conflits, premièrement, juste pour le contexte. La capacité américaine et israélienne présentement de frapper l'Iran, c'est grâce à l'IA. Ils ont intégré l'IA dans leur détection de cibles et de donner le mandat à tel navire ou à tel avion ou à tel drone de frapper. Et les drones opèrent de plus en plus avec l'IA également. Donc, cette transformation du champ de bataille-là est déjà en cours. C'est une priorité au gouvernement fédéral. On a créé le Borealis, donc une espèce de groupe de centre pour soutenir l'innovation en défense qui va justement soutenir tout ce qui est quantique, IA et cyber, parce qu'on sait que c'est intégral, mais aussi ce qui est fondamental, c'est qu'on veut changer la façon de fonctionner du ministère de la Défense nationale du Canada, ou maintenant ça s'appelle l'Agence d'investissement pour la défense, en créant des relations étroites avec les innovateurs, avec les gens qui produisent, pour ne pas faire simplement un appel d'offres trop tard qui est déconnecté de la réalité de ce qui est vraiment possible et ce qui est en train de se développer chez nous, pour qu'il y ait ces itérations-là, ces rencontres, ces lieux sécurisés où on peut s'échanger, parler, montrer nos développements technologiques ou d'innovation aux gens du ministère pour dire, regardez ce que je suis capable de faire, est-ce que ça répond aux besoins des Forces armées canadiennes, oui, non, et avoir ce dialogue-là constant, et ça, c'est révolutionnaire.
réellement, là, on vivait dans des silos où les fonctionnaires n'avaient pas le droit de parler aux industriels, sinon c'était vu comme du lobbying ou du favoritisme. On change cette relation-là de culture. On veut donner des codes de sécurité à certains industriels pour qu'ils puissent accéder à certains renseignements du gouvernement fédéral également pour savoir un peu c'est quoi les besoins. Oui, puis les besoins, puis être en amont, d'être capable de dire, on pourrait axer, je sais pas moi, de la créativité sur telle problématique ou tel enjeu parce que veut pas, les militaires ne nous disent pas tout. Il y a de l'information qui ne se rend pas à certaines entreprises. Donc, je pense qu'il y a comme une zone à ce niveau-là qui doit être franchise, là, sans enlever de l'éthique, là, bien évidemment. Non, tout à fait, mais il faut établir cette relation de confiance-là, qu'on part de loin, mais aussi voir ce qui évolue. Parce que quand on parle de drones, d'IA, tout ça, ça change tellement vite que vous ne pouvez pas attendre un appel d'offres, faire ça sur 5-10 ans, et ensuite le produit va sortir. Quand il va sortir, il ne sera pas du tout pertinent parce que le champ de bataille aura évolué. Donc, c'est d'avoir une façon d'acheter et d'investir beaucoup plus agile, beaucoup plus itérative, qu'on dit, c'est-à-dire qu'on est toujours en changement, en innovation, mais de manière collaborative. Pas fait seulement dans nos industries, pas fait seulement au ministère de la Défense, mais qu'il y a cette intégration-là. Donc, un des programmes, c'est les DISH. Donc, c'est lieux sécurisés d'échange ou de testage de prototypes entre les Forces armées canadiennes et les milieux industriels. Je pense que ça, c'est vraiment utile. Monsieur Massy, on arrive tout près de la fin parce qu'on est un peu contraint par le temps. J'aimerais ça qu'on aborde, qu'on fasse un petit jeu ensemble. Est-ce que ça vous tente? Bien sûr. La boîte à astuces. Donne au suivant en partageant ton meilleur truc. Donc, je viens d'ouvrir la boîte à astuces et je vous demande, Monsieur Massy, c'est quoi le truc ou l'astuce que vous pourriez donner à la PME, à l'entreprise? Parce que, tu sais, vous avez un CV qui est immense, vous avez des connaissances, puis on a fait une quinzaine de minutes, là, puis c'est pas assez. On aurait pu faire 2 heures ensemble, j'en suis convaincu. Je suis obligé de me restreindre. Donc, si vous aviez une astuce à donner aux entreprises québécoises, canadiennes, laquelle serait-elle? Bon, premièrement, je ne suis pas dans le milieu des affaires, je suis juste un professeur d'université. Donc pas juste. Non, mais vous êtes capable, voilà. J'en suis convaincu. Mais je pense qu'il faut bien connaître comment son produit s'intègre dans une chaîne d'approvisionnement plus large qui répond aux besoins des Forces armées canadiennes. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que le système d'appel d'offres du gouvernement fédéral est compliqué. C'est plus facile de vendre aux États-Unis que de vendre au Canada. Ah ouais? Absolument. Le système informatique, toute la plateforme est vraiment maladroite et difficilement... Elle n'est pas user-friendly, comme on dit. Okay. C'est pas Apple, ça c'est sûr. Donc, c'est complexe. Puis toutes les entreprises ont besoin des gens d'experts. Des fois, on n'a pas les ressources humaines pour tout surveiller ça puis vraiment comprendre. Mais il y a de plus en plus de points de service. Et donc, je dirais... Utiliser les nouveaux services du gouvernement fédéral qui viennent de mettre en place. La BDC, c'est 4 milliards de dollars pour être plus proche des entreprises, pour les aider à percer le marché et d'exportation notamment. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça, des fonds spécifiquement dédiés aux PME. Donc, de regarder c'est quoi les programmes fédéraux spécifiques qui touchent votre entreprise. Si c'est dans l'innovation, c'est Borealis, c'est le programme IDEAS notamment. Et de regarder comment... Et parler avec ces points de contact-là pour voir comment je peux m'intégrer dans cette chaîne d'approvisionnement-là. Parce que, je vous l'avoue, c'est très nébuleux. Et souvent, les grandes entreprises, les grands maîtres d'œuvre, ils ne nous déclarent pas exactement ce dont ils ont besoin. Ils laissent un peu les autres courir après. Et donc, il faut essayer de faire ce maillage-là. Okay. Et heureusement, le gouvernement fédéral a compris que ce maillage-là était fondamental et commence à mettre sur place des points de service, des gens de contact, de confiance avec lesquels on peut discuter et comprendre. C'est bon. Merci, M. Massy, d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais un jour vous reparler. C'est trop intéressant. Ce sera avec grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Cet enregistrement a été fait au Collège militaire royal de Saint-Jean. Merci à tous nos partenaires et aux nombreux participants. Pour avoir accès à toute notre programmation et nos activités, visitez expansionpme.org dans la section Activités ou, pour l'ensemble de nos projets, axemontérégie.org. Au nom de toute l'équipe, dans ce monde en continuel changement, nous vous souhaitons bonne innovation.